Rebonjour. Alors, on va voir donc, avant de commencer donc cette troisième séance, nous allons tout d'abord rappeler brièvement ce que nous avons fait durant les deux séances précédentes. Alors, la première des choses, c'est que l'état d'un système quantique, il est décrit par une fonction d'onde. Quand on dit qu'il est décrit par la fonction d'onde, ça veut dire qu'il contient toutes les informations nécessaires sur ce système physique. Alors, nous avons donc, par la suite, nous avons montré que cette fonction d'onde appartient à un espace d'état. Cet espace d'état sur lequel on a défini un produit scalaire et on lui a muni de trois bases différentes. Le fait d'être muni de trois bases différentes nous a amené donc à introduire ce qu'on appelle la notion de vecteur et on l'a appelé le vecteur ket. Alors, une fois donc la fonction d'onde, le vecteur ket ou bien la fonction d'onde psi, c'est la même chose, c'est exactement pareil. C'est que tout simplement, on introduit la notion de vecteur pour ne plus faire appel à la référence à la base. Nous avons donc, avec cette notation de Dirac pour le vecteur ket, nous avons essayé de manipuler comment agir sur ce vecteur. Nous avons la première des choses fait agir ce qu'on appelle une fonctionnelle ou bien un vecteur bras. Le vecteur bras, quand il agit sur le vecteur ket, il donne le produit scalaire qui est, d'une manière générale, c'est un nombre complexe. Alors, nous allons continuer toujours dans la même optique, c'est-à-dire comment manipuler ces vecteurs ket en définissant ce qu'on appelle la notion d'opérateur. Alors, la notion d'opérateur, ça veut dire qu'on va faire une opération, comme la multiplication de multiplication, la multiplication d'addition, ce sont des opérations. Là, c'est la même chose, mais on va travailler sur les ket psi. Alors, premièrement, la définition, ce qu'on appelle un opérateur A, un opérateur A est tel que, par définition, c'est à tout ket psi, il fait correspondre un ket psi prime est égal à A de psi. Un ket psi prime est égal à A de psi. Je vous rappelle que A, lorsqu'il agit sur un ket, il donne un nouveau ket. Par contre, le bras, quand il agit sur le ket, il donne un nombre complexe. Il faut faire la part des choses. Donc, un ket, lorsqu'on agit par un opérateur, il donne, et cette correspondance étant linéaire. La linéarité, c'est tout simplement le fait que quand vous avez A de lambda 1 psi 1, plus lambda 2 psi 2, on peut sortir donc les lambda 1 sans les prendre en soi. Je vous rappelle que lambda 1 et lambda 2, ce sont des nombres complexes. Sans les prendre en complexe, vous avez donc A de psi 1 plus lambda 2 A de psi 2. Si c'était antilinéaire, il faut mettre ici le complexe conjugué. Mais le fait d'être linéaire, c'est donc, on prend les... Alors, ça, c'est donc là. Alors, en général, ça, c'est donc la définition. Ça, c'est la définition. Un opérateur A, il est défini lorsqu'il agit, il donne un nouveau ket. Et la linéarité, c'est qu'on peut le sortir sans problème, sans prendre un nombre complexe. Deuxième des choses, en général, AB, le produit AB, le produit de deux opérateurs, AB est différent de BA. Alors, vous avez, par exemple, pour la multiplication des nombres réels, vous avez 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. Là, il est commutatif. Ici, ce n'est pas le cas. En général, AB est différent de A. Et là, on définit le commutateur, ce qu'on appelle le commutateur. Le commutateur AB est égal à AB moins BA. Alors, si AB égale à 0, si AB, le commutateur égale à 0, ça veut dire que A et B égale à BA implique A et B commutent. A et B commutent. C'est la même chose. Si, je dis bien si. Et là, il y a cette notion de commutateur, c'est une notion très, très importante. Par la suite, on va le voir. Maintenant, on ne peut pas le voir, mais tout simplement, on sait que maintenant, un opérateur, lorsqu'il agit sur un ket, il donne un nouveau ket.
Et lorsque vous avez le produit des opérateurs, on fait d'abord, alors ce que je voulais dire d'abord, c'est quand vous avez AB de psi, AB sur psi, ça, on fait d'abord agir B, on fait d'abord agir B, et ensuite on fait agir A. On fait d'abord agir B, et ensuite on fait agir A. Alors, exemple d'opérateur, exemple d'opérateur, vous avez l'opérateur parité. L'opérateur parité. Alors, quand on entend le mot parité, ça veut dire c'est si pair ou si impair. Pour savoir si c'est impair ou impair, on change x moins x. Alors, l'opérateur parité, c'est lorsqu'il agit sur une fonction psi de R. Alors, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il agit? Il change R en moins R. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opérateur parité. Il change R en moins R. Vous avez l'opérateur multiplication par x. Multiplication par x. Par x, c'est-à-dire x de psi de R est égal à petit x fois psi de R. Ça, c'est l'opérateur multiplication. C'est une opération. Qu'est-ce qu'on a fait à psi de R? On a multiplié par petit x. Vous avez aussi l'opérateur dérivation par rapport à x. Dérivation partielle. Par rapport à x. Vous savez, dx de psi de R est égal à d sur dx de psi de R. Je vous rappelle, opérateur, c'est une opération, mais attention, c'est une opération que lorsqu'il agit sur un quête, il me donne un nouveau quête, toujours. Et je vous rappelle la différence, il faut faire la différence avec le bras. Le bras, lorsqu'il agit sur un quête, il donne un nombre complexe. Là, il donne un nouveau quête. Et l'on peut vérifier, par exemple, là, rapidement, à quoi est égal x d sur dx, à quoi est égal l'opérateur x dx. Est-ce qu'il commute ou est-ce qu'il ne commute pas, par exemple? Alors, on le fait agir sur une fonction f de x, par exemple, et ça donne donc c'est x d sur dx moins d sur dx x f de x. Alors, on fait agir donc en premier lieu donc sd de f sur d de x. Par contre, pour le deuxième, alors vous avez la première des choses, c'est donc on dérive par rapport à x. On dérive par rapport à x, donc c'est moins f de x, moins d, moins donc x, moins x df sur dx, et ça donne moins f de x. En conséquence, à quoi est égal finalement x dx? Est égal à moins 1. Est égal à moins 1. Lorsqu'il agit sur la fonction f de x, il donne moins f de x, donc c'est égal à moins 1. Ça, c'est juste une application. Alors, vous avez encore ce qu'on appelle l'opérateur projection. Projection sur psi, sur le quête psi. Sur le quête psi. Et ça s'appelle psi normé. Normé à l'unité. Donc, c'est p psi est égal à psi fois psi. Psi fois psi. Alors, ça, c'est à part. Ça, c'est à part. Psi fois psi. Alors, ça s'appelle l'opérateur projection sur le quête psi. C'est-à-dire, vous avez donc, c'est la même chose que on va donc vérifier que c'est un opérateur. Lorsqu'il agit, c'est tout simplement la projection. Et c'est la projection, vous allez voir, c'est la projection orthogonale. Alors, pour le vérifier, vous avez la chance, en effet, alors en effet, pour ce dernier, en effet, ça c'est la projection sur le quête psi. Vous avez p psi sur un quête phi. P psi sur un quête phi, ça donne phi fois psi fois phi. Donc c'est un vecteur qui est proportionnel à psi. C'est un vecteur qui est proportionnel à psi. Et la constante de proportionnalité, ça c'est une constante. Je vous rappelle que ça c'est le nombre complexe. C'est une constante. Donc ce qu'on obtient lorsqu'on fait l'action de p psi sur phi, on obtient un quête qui est proportionnel à psi. C'est dans ce sens qu'on dit que c'est la projection. Et la projection c'est orthogonal. Et on peut le voir ici. Donc vous avez ici un quête psi, c'est un vecteur. Vous avez ici un vecteur phi. Quand on fait la projection ici sur psi, ça donne, ça c'est la projection et ça c'est égal justement à c'est le produit scalaire. C'est la projection orthogonale. Alors, donc, p psi, lorsque je le fais agir sur phi, il donne un quête qui est proportionnel à psi. Ça c'est le coefficient de
proportionnalité, c'est le produit scalaire, c'est-à-dire c'est la projection orthogonale. Alors, pour le vérifier encore, l'interprétation géométrique, si c'est un projecteur, ça veut dire si je projette la première fois et si je projette la deuxième fois, j'obtiens le même résultat. Si je projette la première fois, j'obtiens ça. Si je projette la deuxième fois, j'obtiens ça. Ça veut dire, alors, si c'est un projecteur, projeter deux fois, ça veut dire que vous allez P au carré, ça c'est P au carré doit être égal à P psi. P au carré doit être égal à psi. En effet, bah, vous avez tout simplement, alors à quoi est égal P au carré psi? C'est P psi fois P psi, c'est psi fois psi fois psi fois psi, et ça égale à 1, puisqu'il est normé à l'unité, c'est-à-dire c'est, donc psi fois psi est égal donc à P psi. Parce que quand on projette la première fois et la deuxième fois, c'est la même chose. Alors, le dernier opérateur qu'on va marquer ici, c'est l'opérateur sur un... Là, c'était sur le cut psi. Alors, sous forme de remarque, l'opérateur de projection sur un sous-espace engendré par des vecteurs qui sont les vecteurs de base, par Q vecteur, phi i, est donné par, oh ben c'est tout simplement P. Alors P donné, c'est somme sur I de 1 jusqu'à Q de phi I, voilà. Ça, c'est le projecteur sur un sous-espace, c'est-à-dire sur plusieurs vecteurs. Sur un plan, par exemple, c'est 2 vecteurs. Sur un espace réel, c'est 3 vecteurs. Bien. Alors, ça, c'est donc maintenant, on va donner ce qu'on appelle donc la représentation. Hein? Là, ça, c'était 4,2. Ça, c'est 4,3. Maintenant, représentation d'un opérateur. Je vous rappelle que le ket, c'est une matrice. Le ket, elle est représenté par une matrice à plusieurs lignes et à une seule colonne. Le bras, c'est à plusieurs colonnes et à une seule ligne. Et par définition, l'opérateur A est représenté dans une base donnée. L'opérateur A est représenté dans la base UI par exemple, par ces éléments de matrice, A et J est égal à UI, c'est le produit scalaire A, UJ. C'est le produit scalaire UI, J. Vous avez I, c'est la IM ligne. J, c'est la JM colonne. IM ligne, JM colonne. Donc, un opérateur, il est représenté par une matrice dont les éléments sont les suivants. Il est représenté par une matrice dont les éléments sont les suivants. Alors, si on veut s'amuser encore c'est juste sous forme d'exercice rapide, vous avez psi connaissant soit psi, sous forme d'exercice, hein, c'est un exercice, soit psi que vous avez psi est égal à somme sur CI fois UI. Les coordonnées, si je connais la base UI, pour connaître psi, ben, il suffit de connaître les coordonnées CI. Ou CI, on le sait, hein, ou CI, ça c'est le cours précédent, c'est la projection sur la base de psi. Alors maintenant, soit psi prime, alors si on a psi prime, est égal à A psi. Et la question qu'on se pose, c'est connaissant les composantes de psi sur la base UI, connaissant la représentation de A, quelles sont les coordonnées de psi prime dans la base? Quelles sont les coordonnées de psi prime dans la base? Alors c'est de la même façon, hein, vous avez donc C' I est égal à UI fois psi prime.
Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Les coordonnées, c'est tout simplement la projection sur la base. Les coordonnées, c'est tout simplement les projections sur la base. Alors, ça, c'est donc égal, d'après ça, c'est UI A fois psi. Alors, pour faire introduire, on va faire introduire ici, on va faire introduire la relation de fermeture, la relation U1, or 1, c'est somme sur J, UJ fois UJ. UJ fois UJ, c'est la relation de fermeture. Et donc ça donne, c'est somme sur J, UI, A, UJ, UJ fois psi. UJ fois psi. Et finalement, c'est quoi? Ben, c'est somme sur J, ça c'est AIJ, et ça c'est CJ. C'est tout simplement la multiplication des matrices, qu'on connaît. Quand vous faites agir une matrice sur un vecteur, ben, ça donne un autre vecteur dont les coordonnées sont données par ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle donc l'opérateur. Et comment il est représenté? Bien. Alors donc nous avons défini l'opérateur. Il agit sur, c'est un opérateur qui est linéaire. Lorsqu'il agit sur un espace, ben, il donne exactement la même chose. Alors, un opérateur ID hermétique, il y avait beaucoup de propriétés. Alors maintenant, je vais revenir à l'opérateur à 4, bon, 4,2, c'était 4,2 ici. C'était 4,2. Maintenant, 4,3. Opérateur hermétique, opérateur de conjugaison. Opérateur adjoint. Adjoint et conjugaison hermétique. Et conjugaison hermétique. Opérateur adjoint et conjugaison hermétique. Alors, si on reprend ce que nous venons de définir, alors c'est tout simplement ce que vous avez A, donc vous avez psi, par le biais d'un opérateur A, on obtient un autre code psi prime qui est égal à psi. On est d'accord? Maintenant, à tout quête psi, on fait associer un bras psi. Donc, à tout quête, un autre, ça c'est le quête psi, ça c'est le quête psi prime. On fait associer par le biais des produits scalaires, on fait associer un bras psi prime. Et vous voyez très bien maintenant qu'il faut faire compléter le schéma. Ben, il faut définir quelle est la relation ici. Alors, par définition, ça c'est l'opérateur adjoint. Il est défini, ça c'est l'opérateur adjoint. Il est défini par psi A+. Et A+ est l'opérateur adjoint. A+, c'est la définition de l'opérateur adjoint. De l'opérateur adjoint A. De l'opérateur adjoint A. Donc, par définition, donc, si vous avez psi, donc, ce qu'il faut retenir, vous avez psi prime égale à A psi, eh bien, implique systématiquement et nécessairement, donc psi prime, c'est que psi prime est égal à psi A+. Et l'ordre est très important. Alors, bien entendu, si vous voulez propriété, si vous voulez comme propriété, on ne va pas le démontrer. Propriété. A plus l'adjoint de l'adjoint, bah, c'est l'opérateur lui-même. L'adjoint lui-même. Vous avez A plus B. A plus B plus, c'est A plus BP plus. Vous avez AB plus, c'est B plus fois A plus. Attention, l'ordre est très important. Je vous rappelle que AB ne commute pas avec A. Et bien entendu, quand vous avez lambda A+, est égal à lambda étoile fois A+. Alors, toujours dans les propriétés.
toujours dans les propriétés, nous allons définir ce qu'on dit, c'est la règle de conjugaison. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Règle de conjugaison. Règle de conjugaison. Règle de conjugaison. Alors, nous avons, d'après les propriétés du produit scalaire, vous avez phi fois psi prime, étoile, lorsqu'on prend le complexe conjugué, ce que nous avons vu là, durant la séance numéro 2, phi fois psi prime, bah, en inverse, c'est-à-dire c'est psi prime fois psi, fois phi. Le bras devient ket, pardon, le ket devient bras, et le bras devient ket et on change l'ordre. Ça, c'est ce que nous avons vu durant la séance numéro 2. Alors, or, ça, c'est A psi, donc ça, c'est psi A psi, est égal donc à psi prime, psi A plus de phi. Hein, si on veut être, ça, c'est phi, hein, ça, c'est phi. J'ai remplacé psi prime. Le ket psi prime, c'est A psi. Et le bras psi prime par psi A plus. Et ça, bien entendu, c'est toujours complexe conjugué. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît? Et c'est la règle de conjugaison. Lorsqu'on prend le complexe conjugué d'une expression quelconque, quel qu'il soit, le ket devient bras, le bras devient ket et on change l'ordre. Et l'opérateur devient l'opérateur adjoint. C'est une règle, hein, on ne va plus faire la démonstration, on ne va pas vous la demander. Ah, c'est tout simplement, donc c'est une règle de conjugaison qu'il faut absolument savoir. Bon, bien entendu, s'il y a un lambda et on le prend en complexe, ben, il faut sortir ici en nombre complexe. Ça va de soi. S'il y a un nombre complexe qu'on a pris en complexe conjugué, ben, c'est lambda étoile ici. Alors, donc, ce qu'il faut se rappeler, lorsqu'on prend le complexe conjugué, le ket devient bras, le bras devient ket et on change l'ordre, et l'opérateur devient l'opérateur adjoint. Alors maintenant, pour terminer, on va définir ce qu'on appelle l'opérateur adjoint. Alors, l'opérateur adjoint, c'est si A égale A+, alors opérateur adjoint, opérateur hermétique. Hermétique, c'est une définition, hein, c'est une définition, opérateur hermétique, définition, si A, opérateur hermétique, si A égale A+. Si A égale A+, l'opérateur est dit hermétique. Alors, tout à l'heure, nous avons juste parlé d'un opérateur quelconque, linéaire. Maintenant, si A égale A+, l'opérateur est hermétique. Alors, sous forme juste, hein, on va juste s'amuser, hein, quand est-ce que A égale A+, je vous rappelle que les opérateurs A ou bien A+, ce sont deux opérateurs. Ils sont donc représentés par deux matrices. Alors, comment ils sont, quel est le lien entre les éléments de matrice? Alors, on va juste s'amuser. Alors, sur la représentation A plus IJ, à quoi est égal A plus IJ? Par définition, c'est UI A plus UJ. C'est UI A plus UJ. En utilisant cette propriété qui est là, c'est-à-dire lorsque si je prends ça, si je prends cette propriété, cette dernière ligne ici, la règle de conjugaison, ça c'est UJ, UJ, A, UI, étoile. Et donc ça veut dire tout simplement que nous allons avoir A plus de IJ est égal à AIJ, AJI, étoile. On est d'accord? Alors, donc si implique, si A égale A plus, A égale A plus, vous allez avoir tout simplement que A et J implique A et J est égal à A étoile JI. Donc, si l'opérateur est hermétique, A et J, les éléments de matrice, A et J est égal à A étoile JI. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si I égale à J, c'est-à-dire c'est les éléments de la diagonale. Hein, quand vous avez une matrice, ça c'est 1, 1, ça c'est 1, 2, ça c'est 2, 1 et ça c'est 2, 2, par exemple. Hein, ça c'est 1, 1, ça c'est 1, 2, ça c'est 2, 1 et 2, 2. Si I égale à J, c'est-à-dire on est sur les éléments de la diagonale, vous allez avoir A, I est égal à A étoile J, I, ça veut dire que les éléments de la diagonale sont réels. Alors par rapport à la diagonale, vous avez 1, 1, 2,
1, 1, 2 est égal à A étoile de E, c'est-à-dire par rapport à la diagonale, ces nombres sont complexes conjugués l'un de l'autre. Et là, quand on a lambda, on a c'est lambda étoile. On est d'accord? C'est une propriété remarquable qu'on va retrouver par la suite. Voilà donc ce qu'on peut dire jusqu'ici sur les opérateurs et sur les opérateurs adjoints. Et je vous rappelle, c'est une notion de plus. Maintenant, on a défini au départ qu'est-ce que c'est qu'un quête. On l'a muni des bases, on l'a explicité sur différentes bases. On a fait agir une fonctionnelle, ça donne le produit scalaire, qui est un nombre complexe. Maintenant, nous avons introduit la notion d'opérateur et un opérateur, lorsqu'il agit sur le quête, il donne un nouveau quête. Alors, avec ceci, maintenant, on va avancer un peu plus. Cinquièmement, c'est l'équation aux valeurs propres. Les équations aux valeurs propres. Équation aux valeurs propres. 5.1. Alors, c'est quoi? Alors, je vous rappelle, ce n'est pas un cours nouveau. Ce n'est pas vraiment un cours nouveau pour vous. C'est tout simplement, on va diagonaliser les matrices. Diagonaliser les matrices, c'est-à-dire la rendre uniquement des éléments sur la diagonale. En dehors de la diagonale, il n'y a que des zéros. On va rendre la matrice diagonale. Et ça, c'est un cours que vous avez fait en algèbre. Et donc, on va le refaire, bien entendu. Parce qu'avec le Covid et l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez traité ou pas. Alors, ceci est très important. Je vous rappelle que tout ce qu'on est en train de faire ici sur le formalisme, c'est uniquement un outil mathématique. Un outil mathématique qu'il faut absolument maîtriser. Nous avons besoin de ces outils mathématiques pour pouvoir travailler, faire de la physique par la suite. Et jusqu'à présent, donc, on est toujours dans la partie mathématique. Alors, définition A psi égale à psi. A psi, alors, A psi égale à psi, hein, je vous rappelle que vous avez le polycope. Alors, psi est vecteur propre de A. Psi est vecteur, je vais mettre un V étoile, vecteur propre de A, avec la valeur propre A psi égale à lambda psi, où lambda appartient à C, et la valeur propre. Et la valeur propre. Alors, je vous rappelle que l'opérateur, lorsqu'il agit sur un quête psi, il donne un nouveau quête. Mais lorsqu'il donne le même quête à une constante de proportionnalité près, ça s'appelle l'équation aux valeurs propres. Ça, c'est l'équation aux valeurs propres. Et on fait agir un quête sur l'opérateur sur un quête, il donne un nouveau quête. Il se trouve que ce nouveau quête, il est proportionnel au quête que nous avions au départ. Et ça s'appelle l'équation aux valeurs propres. Alors ça, c'est le vecteur propre. Et ça, c'est la valeur propre. La valeur propre, et d'une manière générale, c'est un nombre complexe. D'une manière générale, c'est un nombre complexe. Alors, on peut faire à ce stade des remarques, plusieurs remarques d'ailleurs. Alors, à partir de là, je le dis, et ce n'est pas uniquement à partir de là. Je vous rappelle que le cours de physique quantique, vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne maîtrisez pas le formalisme mathématique. Et il ne faut pas attendre jusqu'à l'approche des partiels pour que vous puissiez aller faire le cours. Là, si vous le faites, vous n'allez pas réussir. Ça, je vous le dis tout de suite. Je vous le garantis. Alors, le cours de physique quantique, il est spécifique. Il y a un formalisme mathématique, il y a un outil mathématique qu'on utilise, et il faut absolument que vous le maîtrisiez. Je le dis, je le répète. Bien. Alors, la première des choses, regardez très bien, ça c'est donc lorsqu'on a A psi est égal, on obtient quelque chose qui est proportionnel à psi, ça s'appelle l'équation valeur propre. Alors, la valeur propre. Première remarque, si vous avez, quand vous avez A psi égale à lambda psi, implique quoi? Si je prends les quêtes, implique c'est psi A plus, est égal à lambda étoile fois psi. Psi. Ça veut dire que si lambda est valeur propre de A, alors lambda étoile est valeur propre de A plus. Ça, c'est la première remarque. On va voir tout à l'heure, si A égale A plus, qu'est-ce que ça fait? Et je vous le dis tout de suite, toutes les grandeurs physiques, moment cinétique, vitesse, etc., sont des opérateurs hermétiques. C'est juste pour vous donner où est-ce qu'on va. Alors, la deuxième remarque. Alors,
lambda est dite non dégénérée. Non dégénérée si elle lui correspond un seul vecteur propre. Un seul vecteur propre. À une constante près. On va s'expliquer pour la constante près. Lorsqu'ils sont en constante près, ça veut dire si vous avez psi est vecteur propre, et psi prime est aussi vecteur propre avec la même valeur propre lambda, et si psi et psi prime sont liés, ben on dit tout simplement, c'est ça, on dit à une constante près. À une constante près, ça veut dire que tout simplement, il est dite non dégénérée. La valeur propre est dite non dégénérée. Troisièmement, lambda est dite dégénérée d'ordre G. Alors, si elle lui correspond G vecteur propre, linéairement indépendant. Je souligne le mot linéairement indépendant. Je souligne le mot linéairement indépendant. Ici, ils sont liés à une constante près. Là, ils sont linéairement indépendants. Il n'y a aucun lien. Ils ne sont pas liés entre eux. Ils sont libres. Et s'ils sont libres, ils sont linéairement indépendants. Ça veut dire qu'ils peuvent former une base d'un sous-espace de dimension G. Ça veut dire que nous avons la chose suivante. Nous avons donc A de phi I. A de phi I ou de psi I, A de phi I est égal à lambda fois phi I. Où I varie de 1 jusqu'à G. G vecteur. C'est le même lambda. Phi 1, phi 2, phi 3 avec le même lambda. Alors ça, donc lorsqu'il est non dégénéré, c'est un seul vecteur propre. Lorsque c'est dégénéré, c'est plusieurs vecteurs propres, mais ces vecteurs propres, j'insiste beaucoup sur le mot linéairement indépendant. Alors, dans ces conditions, psi égale somme sur ci fois phi I de 1 jusqu'à G, c'est-à-dire je prends n'importe quelle combinaison linéaire, est toujours vecteur propre, avec la même valeur propre. Alors, en effet, c'est très simple. Vous avez A de psi. À quoi est égal A de psi? J'utilise la linéarité. Je vous rappelle que c'est A de somme sur I, CI jusqu'à G, CI fois phi I. J'utilise la linéarité d'opérateurs, c'est-à-dire je peux sortir les CI. Donc c'est somme sur CI jusqu'à G de A de phi I. Or, A de phi I est égal à lambda phi I. Ça, je le connais, c'est donc somme sur I jusqu'à G de CI fois lambda phi I. On sort lambda de la somme et ça donne lambda fois somme sur I, CI fois phi I, c'est-à-dire c'est lambda fois psi. Donc, A psi égale lambda psi, c'est l'équation valeur propre. Non dégénéré, ça veut dire qu'il existe un seul vecteur propre. Ou bien deux vecteurs ou la trois qui sont liés. Maintenant, dégénéré d'ordre G, ça veut dire qu'il existe G vecteurs linéairement indépendants associés à la même valeur propre. Alors, maintenant, nous allons voir comment on recherche, et on va terminer là-dessus. Donc, 5. Alors, ça, c'était 5.2. 5.2. Ah, on va rechercher. Comment chercher? Recherche. Et on va terminer par un exemple. Recherche des vecteurs et valeurs propres.
Recherche des vecteurs et des valeurs propres. Recherche des vecteurs et valeurs propres. Hein, vecteur, lorsque je mets V avec une flèche, ça veut dire que c'est vecteur. Hein. Lorsque V sans flèche, ça veut dire que c'est la valeur. Hein. C'est juste pour simplifier, hein, on n'a pas le temps, vous avez tout dans le polycope. Là, je suis juste en train d'expliquer les choses. Et je vous rappelle qu'on va essayer de faire des séances avec des Google Meet si vous avez des questions de compréhension ou bien pour les travaux dirigés par la suite, Inch'Allah. Alors, comment donc rechercher? Donc, vous avez, c'est-à-dire qu'on connaît la matrice A, qu'on connaît un opérateur A, et dire qu'on connaît A, ça veut dire dans une base, je connais les éléments de matrice, puisqu'il est représenté, et comment donc on va chercher les coefficients. Alors, vous avez A psi égale lambda psi. Le problème que nous avons, c'est donc pour chercher à quoi est égal le ket psi, le vecteur propre, et la valeur propre, comment les chercher. Alors, pour trouver psi dans une base donnée, dans une base donnée, dans une base UI par exemple, je prends UI, c'est le cas simple, je vous rappelle qu'il y a deux autres bases, R et P, UI, psi, donc il va s'écrire, c'est psi I est égal à somme sur I fois CI, fois UI. Donc si je connais la base, je me donne la base, c'est-à-dire que je la connais, pardon, ça veut dire tout simplement pour connaître psi, il faut connaître les CI. Hein? Si pour connaître psi, il faut connaître les CI. Donc ici, on va multiplier scalairement à gauche par UI, hein? On va multiplier scalairement à gauche par UI, ça donne la chose suivante. C'est UI fois A fois psi est égal à lambda UI fois psi. J'ai multiplié scalairement à gauche cette expression. Je vous rappelle que ça, c'est un vecteur. Je l'ai projeté sur l'élément de base UI. Bon, UI fois psi, ça c'est CI. Donc, pour connaître psi, je cherche, je vous rappelle que maintenant, si je me donne la base, au lieu de chercher psi, je vais chercher les CI. Donc, je les fais apparaître. Pour faire apparaître, on fait la projection sur les éléments de vecteur. Maintenant, ici, on va faire la relation de fermeture. Ici, on va faire entrer la relation de fermeture, c'est-à-dire 1 ici. On va faire entrer la relation de fermeture, somme sur J, UJ, pour faire apparaître les éléments de matrice de A. Ça donne la chose suivante. Ça donne cette somme sur J, UI, A, UJ fois psi est égal à lambda C. Ça, c'est donc CJ, et ça, c'est AIJ. Alors, qu'est-ce que nous avons, si je veux résumer, ça, c'est tout simplement, c'est somme sur J. Alors, ça, on peut l'écrire, regardez très bien, avant de l'écrire définitivement. Donc, ce que nous avons, alors je vais le réécrire, peu importe, c'est AIJ, CJ est égal à lambda C. Or, CI, je peux l'écrire, c'est somme sur J, CJ, delta IJ. Au delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. Delta IJ, donc c'est soit égal à 1 si I égale à J, soit égal à 0. Donc si je fais la somme, je vais faire 1, 2, 3, etc. Et c'est tous égal à 0, sauf lorsque I égale à J, donc vous allez avoir CJ. Donc ça, on peut l'écrire finalement, c'est somme sur J, lambda CJ. Et finalement, donc vous avez un système, somme sur J, AIJ, moins lambda, pardon, ici j'ai oublié le delta IJ fois CJ. Le delta IJ fois CJ, donc ici c'est moins lambda delta IJ, CJ égale à 0. Voilà ce qu'on obtient. Pour trouver CJ, voilà l'équation. Je vous rappelle que A, l'opérateur A est donné. Dire que l'opérateur A est donné, ça veut dire que les éléments de matrice sont connus. Et donc ici, pour déduire le CJ et le WIS, alors ce système, bon, la solution triviale, la solution triviale, c'est que tous les CI tous les CJ c'est égal à 0, ça égale à 0. Alors, ce système a une solution non nulle, ce système a une solution
non nul, si seulement si, déterminant de A moins lambda I égale à 0. Déterminant de A moins lambda I égale à 0, où I est la matrice identité. Alors, cette relation que j'appelle étoile, ça c'est la relation étoile, permet donc, puisque je connais A, je déduis, permet de cette équation permet de calculer, de chercher, de trouver les valeurs propres. Les valeurs propres lambda. Les valeurs propres lambda. Étoile, je vais l'enlever d'ici, l'étoile c'est plutôt là. Et pour chaque valeur de lambda, et pour chaque lambda, je vais faire un exemple par la suite pour qu'on puisse comprendre. Hein. Pour chaque valeur de lambda, on cherche étoile, on cherche par le biais d'étoile, par l'intermédiaire de l'équation étoile, le ou les vecteurs associés, les vecteurs propres associés. Alors pourquoi je dis le ou les, c'est-à-dire s'il y a un, c'est non dégénéré, s'il y a plusieurs, associés à lambda. Voilà donc comment on va les chercher. Alors, je vais donc, on va arrêter ici donc le cours ici. Je vous remercie. Et la prochaine séance, Inch'Allah, on va donc démarrer par les propriétés et un exemple d'application, comment on cherche les valeurs et les vecteurs propres. Inch'Allah. Merci.